Et comme chaque année, vous vous en doutez, il y a également du pas bon. Et c'est de ça dont on va parler ici. Bon, honnêtement, cette année, j'ai eu la sensation qu'il y en avait eu beaucoup moins que certaines années. Alors après, est-ce que cela vient de moi qui suis un peu plus indulgent? Je ne sais pas. Mais en sachant qu'il s'est passé un peu la même chose dans la partie positive et que j'ai été moins généreux sur certains films, je me dis que peut-être je m'adoucis et que je laisse passer un peu plus de choses auprès de certains auteurs et de certains films, cela n'empêchant tout de même pas cette année 2024 d'être bien garnie en films parfois mauvais, parfois très mauvais et parfois même, soyons sincères, catastrophiques également. Comme toujours, gardez en tête que cela est subjectif. Je n'essaye pas d'insulter vos mamans si un film est ici, alors que vous l'avez adoré, c'est simplement que nos goûts sont différents et que parfois le cinéma est un endroit où les contraires s'attirent et font des étincelles. Cela étant placé, passons donc en revue ce qui est pour moi le pire du cinéma de cette année 2024, à commencer par le numéro 10. Parce que c'était pas horrible, mais c'était bien décevant par contre. Il est bien sûr évident que je ne m'attendais pas non plus à un chef-d'œuvre, le premier étant déjà une parfaite démonstration de la nostalgie à outrance de la part de Disney, souhaitant capitaliser à fond sur un succès passé pour faire un succès présent. Mais bon, tout de même avec le casting qui portait le long métrage, le fait que Barry Jenkins accepte de réaliser ce long métrage, et l'envie de vouloir raconter avec un souffle épique et neuf la montée au pouvoir de Mufasa, cela aurait pu marcher. Malheureusement, le film est vide. Vide d'envie, vide de passion, vide de besoin de faire plus que simplement raconter l'aventure d'un lion que l'on connaît tous, au cœur d'un univers que l'on connaît tous, avec une trame narrative que l'on connaît tous. Cela reste une belle performance graphique et esthétique, mais on attendait un peu plus de la part de ce réalisateur, de la part de ce projet et simplement de la part d'un studio qui ne veut plus faire de la nouveauté la base même de son modèle créatif. C'est juste pas bon. Voilà tout. Passons au numéro 9. Parce que là, c'est vraiment du gratiné à la française. Quand on voit que l'idée vient clairement de quelqu'un qui, à un moment, pour rigoler sur Twitter, a balancé il y a 5 ans cette même base dramatique et que Julien Hervé a décidé de prendre cela avec beaucoup de premier degré et d'en faire l'œuvre à laquelle on a le droit cette année, difficile d'imaginer comment cela aurait pu tourner bien. Ainsi se pose l'un des films les plus poussifs et ridicules de l'année, une œuvre dont le pitch n'a d'égal que la fainéantise de la manière avec laquelle il est construit, développé, conceptualisé et mis en humour, le temps d'une œuvre qui marche pendant 40 minutes avant de rapidement sombrer dans une forme de facilité presque irrespectueuse pour les spectateurs. Manque de peau, cela a tout de même bien marché en salle, et manque de peau encore plus grand, ils ont déjà en tête d'en faire une suite alors que rien que là, il y a à peine de quoi faire un film. Alors deux. Et voilà une énième démonstration de notre savoir-faire. Passons au numéro 8. Parce que raconter peu, ce n'est pas une bonne chose. Disons que sur le papier, ce genre de film peut être quelque chose d'intéressant, que ce soit dans les personnages, dans la manière avec laquelle ils se confrontent, s'entrechoquent et remettent en question le monde, mais là, le souci, c'est que personne ne le fait. Anna Slack ne réussit pas à entretenir un bon rapport entre cette mère et ce fils, le temps d'un film beaucoup trop vague dans son propos, beaucoup trop frêle dans sa forme, et qui ne maintient jamais assez de tension ou d'intensité dans les dialogues, ou dans les instants de friction pour donner lieu à quelque chose de réellement prenant, et surtout, qui fasse que l'on interroge réellement les personnages quant à ce qu'ils veulent cerner l'un de l'autre. Les interprètes ont beau être bons, ils ne parviennent pourtant jamais à faire décoller de véritables instants puissants où l'émotion pourrait être évidente dans le fond, prendrait ainsi une forme qui nous toucherait, mais non, à la place, on regarde cela avec distance et sans réel impact directement sur nous. Et du coup, on se retrouve devant un film qui n'arrive tout simplement pas à nous parler. Passons au numéro 7. Parce que l'absurde n'est pas toujours aussi drôle que voulu. Décidément, c'est vraiment une fois sur deux pour moi avec Dupieux, car après avoir fait quelques petites étincelles l'année dernière avec son Yannick et Fumé fait tousser, le voilà qui revient une nouvelle fois cette année avec 2 films. Manque de chance pour lui, l'un des deux a été un véritable supplice pour moi, beaucoup trop long pour ce qu'il est, démontrant bien que Dupieux, dépassant l'heure de film, c'est devenu bien complexe, mais surtout, en voulant convoquer l'absurde selon Salvador Dali, le cinéaste se perd dans une démarche qui n'est vraiment pas passionnante, qui pêche par un manque flagrant d'inspiration, qui recycle à l'appel des blagues lourdes et les instants poussifs, bref, on est clairement face à un long métrage qui tourne un peu en boucle, qui ne cherche pas à être réellement inspiré, hormis dans son casting 5 étoiles très cool, mais sinon
pour le reste, c'est clairement pas bon, voire même catastrophique par instant, il faut bien l'avouer. C'est vraiment, à ce jour, l'un des pires du pieu à mes yeux. Très sincèrement. Passons au numéro 6. Parce qu'il fallait bien une purge horrifique pour cette année tout de même. Et dans le genre, là, on est clairement sur une œuvre plus que carbonisée dans sa catégorie, puisqu'elle nous est offerte par un cinéaste qui a déjà eu à plusieurs reprises sa place dans ce classement et qui ne cherche même pas à en sortir, j'ai bien l'impression. Jeff Wadlow livre un ensemble qui se voudrait être une espèce de mélange un peu pourri de tout ce qui se fait en termes d'horreur dernièrement, poussant le bouchon assez loin dans le manque d'inspiration et donnant par moments l'impression de ne pas avoir grand chose à raconter si ce n'est qu'il veut capitaliser, qu'il veut absolument sonner dans l'air du temps, mais clairement à l'outrance, et sans jamais vouloir utiliser correctement son idée, créant une œuvre qui ne fonctionne pas, qui est trop longue pour ce qu'elle est, et qui ne semble jamais trop s'assumer en tant que délire Z, prônant un côté série B de bonne qualité, alors que... non, clairement pas. Encore une fois, c'est une déception pour ce réalisateur, décidément. Passons au numéro 5. Parce qu'après l'horreur, il faut bien un bon film de super-héros, évidemment. Bon, si on devait être honnête, c'est plutôt du super méchant, et Dieu sait que dans le genre, on a été gâté cette année, car Sony a clairement décidé d'enterrer ses projets d'univers croisé avec Spider-Man, et si dans la foulée, ils peuvent enterrer des réalisateurs, ils se font plaisir. Donc maintenant, c'est le très grand J.C. Chandor, cinéaste américain dont je suis personnellement fan de la filmographie, qui se voit malheureusement relayé au rang de Yes Man complètement paumé, le temps d'un film d'action qu'il cherche à rendre fun, qu'il tente de rendre divertissant, qu'il veut absolument rendre amusant pour le spectateur, mais qui souffre d'une écriture tellement mauvaise, tellement bateau, tellement ridicule même par moments, qu'on a l'impression qu'il ne cherche même plus à se battre pour sauver un projet qui de base devait clairement être encore pire, mais qui sonne tout de même comme le dernier coup de grâce d'un univers qui n'a pas besoin que l'on essaye de l'étirer plus que cela, bien au contraire. Heureusement, cette partie-là des films de super-héros normalement est terminée. Heureusement pour nous. Passons au numéro 4. Parce que oui, en 2024, Roman Polanski a pu sortir un film. Et en salle en plus, mesdames et messieurs. On est sur une masterclass de bêtises de la part d'un cinéaste qui est tombé complètement dans les méandres du possible et donnant lieu en plus, quitte à en faire des caisses, à une œuvre abyssalement nulle et d'une immense bêtise pour saupoudrer le tout. Dans sa chute, le metteur en scène se permet en plus le luxe d'embarquer beaucoup de monde et donc de donner lieu à ce que l'on peut clairement qualifier d'une énorme daube, d'un moment de cinéma en or massif de nullité, parce que non content de ne pas réussir à donner lieu à une œuvre un minimum intéressante ou simplement drôle, il se permet en plus le luxe de faire un film laid, mais vraiment moche comme un pou, qui ne cherche même pas à sauver les meubles en essayant d'être un minimum sympathique. Clairement, à moins qu'il y ait un message caché ou qu'il ait cherché à détruire la carrière de son casting, Polanski vient de livrer un chant du cygne qui sonne plus comme le cri d'une vieille oie qu'on aurait trop gavé pour les fêtes de fin d'année. C'est vraiment pas bon, mais dites-vous qu'il y a pire. Parce que là, on va rentrer dans le sacro-saint des mauvais films de cette année 2024 selon moi, à commencer par un numéro 3 bien gratiné. Parce que vouloir émoustiller le spectateur, c'est pas suffisant pour faire un film. Je pense qu'à la base de ce projet, il y avait une vraie envie de la part d'Audrey Diwan, et je pense aussi que la cinéaste aurait voulu rendre l'œuvre d'Emmanuel Arsan aussi sulfureuse que belle visuellement, mais cela semblait être une chose beaucoup trop complexe et pas assez suffisante pour donner lieu à un bon film. La cinéaste se perd dans une esthétisation un peu trop luxueuse et pas assez juste de son héroïne, créant un moment de cinéma qui laisse un peu de marbre quant à ce qu'il veut faire ressentir au spectateur et qui en plus sonne comme un moment de 7e art beaucoup trop long dans son pitch et dans sa forme, créant une espèce de gouffre émotionnel dans lequel le spectateur ne parvient pas à se plonger pour une œuvre qui reste clairement, d'un point de vue graphique, pas trop mal, mais qui ne raconte quasiment rien durant une majorité de son temps et qui ne parvient même pas à être un minimum juste dans ce que la cinéaste avait certainement envie de faire, combiner l'érotisme, la quête de soi et un féminisme du corps. Pas faute d'avoir essayé, malheureusement, il n'y a pas grand chose qui marche dans ce film. Passons au numéro 2. Parce que si on veut réussir ce genre de projet, à la base, faut respecter un minimum le jeu qu'on veut adapter, non ?
Bon, là pour le coup, je ne comprends pas l'indulgence qu'il y ait eu sur ce film, car beaucoup de gens, dont une personne que je connais très bien, ont trouvé le film sympathique mais sans plus. Ce à quoi à chaque fois je pose la même question. As-tu la sensation qu'ils ont respecté le jeu à la base? Réponse: non. François Uzan n'a visiblement jamais pris le temps de jouer à une partie de cet excellent jeu de rôle, donnant lieu à une œuvre de cinéma qui n'explore en rien la base même de ce qui aurait pu être un vrai et cool projet de cinéma, en plus d'être un excellent moyen de livrer un projet populaire et cool qui aurait accroché auprès de nombreux spectateurs, mais non. À la place, on a le droit à un bon paquet conséquent et assez triste de blagues anachroniques sans la moindre profondeur, de jeux de dupes et de tromperies qui ne servent à rien, sans compter les moments un peu gênants où l'on sent que certains acteurs ont besoin de payer leurs impôts, plus que de s'investir dans une œuvre qu'ils avaient envie de rendre intéressante. Comme dirait un grand homme, c'est nul! Mais dites-vous qu'il y a pire. Il y a un film qui a réussi à détrôner celui-là. Parce que, je sais pas, il y a eu un moment de grâce où un cinéaste a réuni tous les éléments pour faire en sorte de terminer numéro 1. Voici donc mon pire film de l'année 2024. Parce que... j'ai pas trop d'arguments supplémentaires à part de vous dire que... c'est très mauvais. Bon, déjà, partons du principe que le film a été fait avec 20 ans de retard, et qu'en plus, le cinéaste aux commandes n'a rien fait de bon, ou même juste de sympa, depuis à peu près 16 ans. À partir de là, je ne sais même pas ce que j'attendais de la part de Fabien Antiniente pour ce revival d'un projet qui a eu du succès au début des années 2000 et qui revient avec l'envie d'être meilleur, mais sans rien comprendre à ce que le metteur en scène veut convoquer et veut livrer, le tout dans un moment de cinéma qui sonne comme une œuvre gênante que comme un réel projet intéressant et prenant, le tout enrobé dans un moule de culture YouTube et TikTok qui fait vraiment vieux ringard. Franchement, Franchement, à ce stade, je sais vraiment pas ce que Fabien Antiniente essaye de faire avec le 7e art. Est-ce qu'il essaye de le tordre, de le malaxer, de l'étirer? Je sais pas. Entre le casting, qui est plus un étalement ridicule et poussif de stars qui veulent faire des clins d'œil plutôt que réellement s'investir dans un moment de cinéma, entre cette sensation de voir une série de sketchs plus qu'un réel film avec une trame narrative et des protagonistes attachants, désolé pour Antiniente, mais cela ne passe clairement pas. Et en plus, que le temps est long devant ce genre de moment où l'on a l'impression que le réalisateur ne cherche même pas à nous toucher. Puis cerise sur le gâteau au Nutella, c'est pas drôle, hein. C'est peut-être le pire ici, hein. C'est qu'à aucun moment, je n'ai eu envie de rigoler, même du film. J'ai été juste consterné. C'est vraiment une catastrophe, à tous les niveaux. Ça veut faire jeune, mais c'est juste ringard. Heureusement, ça s'est planté au box-office, parce que dites-vous que 3-0 avait fait pas mal d'entrées, mine de rien. Donc normalement, on n'aura peut-être pas de nouvelles de Fabien Antiniente avant un bon petit moment. Mais donc voilà, c'est pour toutes ces raisons et encore d'autres que c'est mon pire film de l'année 2024. C'est toujours un peu laborieux, non, la partie un peu sombre de l'année. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les pires films que vous avez vus cette année. Alors, je me doute qu'il y en a plein parmi vous qui vont dire « Oh, dis donc, il n'y a pas Venom, il n'y a pas Madame Web, il n'y a pas ceci. » Alors, j'ai mis un film de super-héros et j'ai mis une purge horrifique. Les autres, j'ai essayé de trouver un petit peu de la nouveauté, même si, vous vous en doutez, il y a quand même, comme d'habitude, beaucoup de cinéma français, malheureusement, dans les flops. Ce qui est un peu triste pour notre production, mais heureusement, il y a quand même eu de très bonnes choses cette année. C'est ce qu'il faut retenir, le positif plus que le négatif. Et je vous retrouve demain pour terminer cette semaine de top et de flop.